Donc, je laisse de ce pas la parole à Aurélie qui va nous parler de ses visites guidées à distance qui sont en place depuis 2013, mais qui ont été entièrement refondues grâce ou à cause, je ne sais, du confinement. Oui, bonjour à tous. Merci pour cette invitation. Alors, effectivement, on a prévu, je crois, une petite vidéo de présentation d'1 minute pour que les participants comprennent bien de quoi il s'agit. Je ne sais pas si on peut la voir. C'est parti. Comment est-ce qu'on le sait? Comment vous le savez qu'il est français? Alors les couleurs, par exemple, dites-moi qu'est-ce qu'on retrouve comme couleur là sur lui? Oui. Le bleu, alors la vareuse bleue, hein, la veste, d'accord. Donc voilà pour cette petite vidéo. Je ne sais pas si on m'entend, mais je pense que voilà, c'est la meilleure façon de pouvoir vous présenter ce dispositif. Sarah, est-ce que c'est bon? Est-ce que tout le monde m'entend? C'est bon. Oui, donc du coup, l'idée c'était de vous représenter ce dispositif rapidement, qui est, comme vous l'avez compris, puis ça permet de vous faire découvrir le musée de la Grande Guerre pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, d'en avoir un petit aperçu. C'est un dispositif relativement ancien, puisqu'il a été créé en 2013, et j'en reparlerai peut-être plus tard, mais c'était grâce au mécénat de compétences d'Orange à l'époque, avec la direction de Michel Rouget, là, que je vois en ligne et que je salue, qui était directeur du musée. Donc ce dispositif, il est en place depuis 2014 et il est essentiellement destiné au public scolaire, comme vous l'avez vu dans la présentation vidéo. Et depuis 2014, il est monétisé. C'est un dispositif qui coûte 100 € quand la classe souhaite y accéder. Et l'objectif de ce dispositif initialement, c'était de pouvoir continuer de développer notre public et notamment notre public scolaire avec un outil de médiation innovant. Et évidemment, pourquoi le numérique ici et quel avantage c'était d'aller chercher un public distant qui ne serait pas venu au musée. Donc on a développé cette offre. J'en ferai aussi un bilan, peut-être on en reparlera après, mais disons qu'il y a eu entre 100 et 150 visites à distance depuis 2014, ce qui, comparé au nombre de visites scolaires in situ du musée, effectivement, est en effet très faible, hein, puisque le musée, c'est 100 000 visiteurs en moyenne par an et 40% de scolaires, donc environ 40 000 visiteurs par an, donc une centaine, 150 web visites, c'est très peu par rapport à ça. Et pour être très honnête, on commençait même à se poser la question de la pertinence de ce dispositif. En tout cas, est-ce qu'il fallait le maintenir dans cette forme? Voilà, en 2019, on se posait cette question. Moi, il se trouve que ce dispositif me tient particulièrement à cœur, j'y crois beaucoup, donc on a décidé de poursuivre, de relancer un petit peu plus de communication. Et comme le disait Sarah, il se trouve que la Covid-19 est passée par là et le musée, comme tous, a été confronté à 2 confinements successifs. Et pendant le premier confinement, on a surtout valorisé du contenu existant, du contenu en ligne, voilà, remontrer tout ce contenu riche qui était disponible mais pas forcément valorisé. Mais cet été, quand on a travaillé sur la programmation culturelle 2021-2022, on a déjà eu envie de relancer ces web visites en testant quelque chose qu'on n'avait pas fait avant, c'est-à-dire le rendre disponible au grand public.
Donc on a créé, puisque ce sera le cas quand on va enfin réouvrir, des événements digital only, donc des visites guidées à distance uniquement en ligne, cette fois destinées au grand public, en utilisant la technologie des visites guidées à distance, mais en passant sur Facebook Live. Donc, on a, pendant le petit créneau d'ouverture de la rentrée, on a pu tester ce dispositif avec un premier Facebook Live le 16 octobre dernier, donc qui a bien fonctionné. Et c'est ce dispositif qu'on a maintenu, puisqu'on a recréé une programmation culturelle digitale spéciale confinement pour ce deuxième confinement, avec cette fois le choix de faire essentiellement des rendez-vous réguliers, tous les mercredis à 14h30, pour les enfants et pour leur famille évidemment, mais surtout dédiés enfants, et tous les dimanches à 14h30 sur Facebook Live, en direct, grâce au dispositif que vous avez sous les yeux. Alors, je peux peut-être m'arrêter là pour l'instant, je ne sais pas Sarah. En tout cas, ce qui est très intéressant, c'est que on voit la satisfaction des gens qui participent à ces rendez-vous. Le fait d'avoir instauré une régularité toutes les semaines de ce deuxième confinement avec des rendez-vous tous les mercredis, tous les samedis à 14h30, c'est devenu vraiment un véritable rendez-vous avec des gens qui nous sont fidèles et qui nous suivent. Deuxième intérêt majeur que je vois, c'est l'interaction, puisqu'on a la chance d'avoir un dispositif qui permet vraiment d'être au cœur du musée, de voir les collections en déambulation et en plus d'échanger comme d'ailleurs on le fait en ce moment, mais on peut, avec des questions auxquelles le médiateur peut répondre en direct. Et puis évidemment aussi, deuxième intérêt, c'est que ces contenus-là, on l'évoquait, ils restent en ligne, et c'est du contenu riche, puisque là, on est vraiment au cœur de la mission du musée, de la transmission de la connaissance, de manière interactive, et ce contenu reste en ligne, et on voit que du coup, ça permet d'avoir des milliers de vues et d'aller chercher un public qui ne serait peut-être pas venu au musée ou qui n'avait surtout même peut-être pas connaissance ni du musée ni de la richesse de ses collections. C'est vraiment un moyen de les atteindre. Et pour finir, ce dispositif-là, on a décidé de le laisser gratuit. Très bien. Merci beaucoup Aurélie. On aura l'occasion d'en reparler, des questions transversales juste après. Je vais laisser la parole à Nicolas Zubac, qui est pour lui également au mémorial de Verdun, a montré que le confinement était propice pour accélérer un certain nombre de projets, dont la question de la visite virtuelle de son institution. Est-ce que Nicolas, vous pouvez monter sur scène pour nous présenter tout cela? Le voilà. À vous la parole. Vous m'entendez? C'est bon, ça marche? Très bien, merci à vous. En effet, bon, avant même le premier confinement que nous avons connu au printemps dernier, nous avions déjà fait des productions numériques, à savoir nous avons réalisé 3 MOOC entre 2015 et 2018, donc des cours en ligne à distance à destination en priorité de scolaires, mais ça s'est ouvert à tout type d'apprenants puisque c'est une production qui a été faite communément avec l'Université de Lorraine. Donc, ce MOOC avait rassemblé sur ces 3 ans un total de 69 vidéos et une petite centaine de documents d'accompagnement. Alors, dans le cadre du premier confinement, nous avons inauguré notre chaîne YouTube au Mémorial de Verdun, où nous avons mis en ligne l'intégralité de ces vidéos, qui sont donc accessibles gratuitement. Et sur notre site Internet, nous avons basculé également l'ensemble des documents d'accompagnement. Voilà. Donc, ça a été une des premières réalisations qui a été faite dans le cadre du premier confinement, c'était de mettre en ligne finalement cette ressource qui était consultable auparavant uniquement sur la plateforme France Université Numérique et qui désormais est accessible gratuitement pour toute personne qui serait intéressée par l'histoire de la bataille de Verdun et de sa mémoire. Deuxième élément aussi avant le confinement, j'en parle en 10 secondes, nous avions réalisé également une application mobile à destination des élèves de primaire, l'application qui s'intitulait Reporter de guerre à Verdun, et qui était donc qui proposait aux élèves d'incarner un ou une reporter sur le champ de bataille de Verdun, avec pour objectif de réaliser un reportage. Donc c'est une appli sur iPad, les élèves pouvaient y participer, utiliser cette application avec des tablettes qui sont fournies gratuitement par le Mémorial de Verdun, évidemment dans le cadre d'une visite donc qui est payante à côté, mais la mise à disposition des tablettes numériques était gratuite. Alors en termes de production propre, au confinement que nous avons connu au printemps dernier, nous avons décidé donc en partenariat avec une société, on en reparlera je pense après, de créer une visite virtuelle
Donc, visite virtuelle, qui est le fruit du partenariat entre une société qui s'appelle Elix Solutions, une société lorraine, et une coproduction qui a été faite avec nous, plus précisément avec Clotilde Bizot-Espiard, en charge de la programmation culturelle, et moi-même en tant que membre en tant que responsable du service éducatif. Et l'idée, c'était donc de proposer une visite. Donc, vous voyez l'écran d'introduction là devant vous, une visite virtuelle qui se propose de faire découvrir 20 panoramas à l'intérieur du musée. Alors, vous voyez tout de suite qu'il y a deux formules. Une formule gratuite qui donne un accès limité. La visite partielle permet d'accéder à 5 panoramas. Donc, on est à l'intérieur du musée. Et pour les personnes qui auraient voulu en savoir davantage, vouloir parcourir quasiment l'intégralité de la muséographie, de la scénographie du mémorial, pour 3 € par semaine, ils avaient la possibilité de visiter donc les 20 panoramas. Alors, pour chacun des panoramas, on a la possibilité donc de se déplacer sur 20 parties différentes donc du mémorial. On peut les visionner sur 360 degrés. Et vous voyez à l'écran, donc on peut soit faire dans l'ordre du parcours muséographique, soit aller directement, on voit les petites bulles sur la gauche, sur les espaces, les 20 espaces qui ont été retenus, qui couvrent quasiment la totalité de la muséographie du mémorial. Dans chacun de ces espaces, il y a la possibilité, en cliquant sur des icônes, de voir apparaître des images, des archives audiovisuelles que nous projetons. Tel est le cas de l'espace sur les logistiques. Vous voyez ici, on peut cliquer sur la petite caméra et qui va vous permettre de voir les films d'archives que nous projetons sur le thème de la voie sacrée. Il y a la possibilité, évidemment, aussi sur d'autres espaces, de cliquer sur des objets pour les voir apparaître, pour pouvoir voir apparaître un descriptif, une explication. Et évidemment, chaque espace étant thématique, il y a une présentation globale. Donc, on a un accès qui est quand même assez intéressant sur ces 20 panoramas. On peut quasiment balayer, on ne verra pas tous les objets, évidemment, nous avons 2000 objets au Mémorial de Verdun, mais on a fait un zoom sur les objets marquants sur chacun des espaces, ou sur les archives audiovisuelles, il y a aussi des enregistrements sonores que l'on peut consulter. Voilà. Donc ça, l'idée, c'était de faire en sorte que, comme on ne pouvait pas se déplacer, finalement, d'amener la muséographie du Mémorial de Verdun chez les gens. En fait. Donc voilà. Donc ça a été vraiment la production principale, j'ai envie de dire, de ces confinements, premier et deuxième évidemment. Et je parlerai ensuite des fréquentations par rapport à tout ce que nous avons, par rapport à ces productions numériques. Je vais m'attarder uniquement sur le MOOC et la visite virtuelle du Mémorial. Mais en tout cas, voilà. On a un outil qui, je le dis tout de suite, a été amplement visionné pour sa partie gratuite, nettement moins pour sa version payante, mais on a un outil culturel qui est très intéressant et qui permet de faire une promotion, et on en parlera, je pense, plus tard, de pouvoir préparer les visites, notamment, je pense, au groupe scolaire, pour des collègues qui ne seraient jamais venus, se saisir de cet outil-là, c'est remarquable pour pouvoir préparer le plus facilement possible sa visite. Voilà, d'autres espaces que vous avez. Je pense que je vais pas trop déborder. En termes de fréquentation de ce qui était des chiffres, donc les MOOC, on avait eu 18 000 inscrits des enregistrements, des sessions pour les personnes qui devaient s'enregistrer, sur la plateforme France Université Numérique. Depuis que nous avons mis nos vidéos, gratuitement sur la chaîne YouTube, on a eu 7 233 vues, comme vous pouvez le voir, sans abonnés. Quant à la visite virtuelle du mémorial, 8 500 visiteurs, nous avons eu, dont 50 pour la visite payante. Vous voyez l'écart important qu'il y a. On constatera que les gens s'en sont saisis pendant les 2 confinements, mais pas uniquement. Et on le voit, et là, c'est peut-être parce que c'est sûrement le produit étant uniquement en français, si vous voulez, on a forcément beaucoup d'utilisateurs francophones, essentiellement français, comme nous voyons. Alors, pour terminer en 10 secondes, nous avons d'autres projets à côté, notamment avec la DPMA. Dans le cadre de ce 2e confinement, nous avons réalisé des capsules vidéo pour les ressources Chemin de mémoire avec Arnaud Papillon, et nous projetons pour 2021 la mise en place d'un dispositif de réalité virtuelle dans nos locaux. Voilà, je ne vais pas accaparer davantage la parole. Merci beaucoup Nicolas pour cette présentation très claire et très efficace. Je laisse la parole maintenant à Magali Mallet qui est à la tête du musée Airborne et à Bruno de Zamora qui est CEO de Discovery qui vont nous parler de l'exposition itinérante qu'ils ont conçue de l'Expopad qui est partie aux États-Unis. Bonjour, bonjour à tous et merci pour votre invitation. En fait, on a commencé à réfléchir à la valorisation, même la monétisation, il faut bien le dire, de nos contenus numériques quasiment lors de leur création, c'est-à-dire en 2018. 2018, en fait, c'est l'arrivée au sein de l'Airborne Museum
de l'histopade, donc de notre compagnon de visite. Et en fait, cette histopade, on le voulait non pas comme un cartel étendu de nos collections, mais bien comme proposer à nos visiteurs une découverte à travers certains objets de la collection, des lieux emblématiques de la bataille de Sainte-Mère-Église en juin 1944. En fait, on propose, grâce à l'histopade, aux visiteurs d'être téléportés, je dirais, et il est invité en fait à découvrir les lieux qui sont aujourd'hui évidemment paisibles. Je prends par exemple la place de l'église, mais qui furent des champs de bataille. Donc l'objectif pour nous aussi était de proposer à nos visiteurs de découvrir le territoire au-delà du musée. Et donc, assez logiquement et assez vite, l'idée a germé avec Bruno et son équipe d'Histovery, que cette expérience finalement que l'on proposait via l'histopade pouvait très bien, alors évidemment se faire au musée, c'était dans le meilleur des cas, mais on pouvait aussi la proposer dans d'autres lieux et que dans le musée. Et au final, on s'est dit que comme l'année suivante, donc 2019 était l'année du 75e anniversaire, c'était peut-être aussi l'opportunité de proposer cette expérience aux États-Unis. Et donc pour ça a été créé par Histovery en fait l'Expopad, et je vais laisser Bruno présenter plus avant les contenus. Merci Magali. On aurait pu avancer dans le PowerPoint parce qu'il y avait plusieurs images qui présentent l'histopade au musée Airborne. Donc effectivement, comme l'a très bien présenté Magali, l'histopade accompagne nos visiteurs pendant toute la visite du musée. Je précise qu'il est inclus dans le prix du billet, c'est-à-dire que tous les visiteurs peuvent la voir s'ils le souhaitent. Et cette accessibilité universelle, aujourd'hui, constitue donc la prolongation mobile et individuelle de la scénographie du musée. Donc, fort de cette réalisation qui est lancée en mai 2018, effectivement, on a pensé avec Magali que ça pouvait être aussi le moyen pour projeter hors les murs l'expérience de l'Airborne Museum de Sainte-Mère-Église. Donc, si on avance encore un cran dans le PDF. Donc là, par exemple, ça c'est toujours au musée Airborne, mais vous voyez que devant la vitrine de l'équipement du para, il y a une interaction pour équiper le parachutiste. On est le soir du 5 juin, on est en Angleterre et c'est avant le décollage pour ensuite être parachuté dans la nuit du 5 au 6 juin. Si on avance encore, là on arrive au sujet de l'expopad du musée Airborne. L'expopad, c'est l'exposition événementielle, éphémère et itinérante dont on a fait une première édition au National Museum of the US Air Force, qui est le musée de l'armée de l'air américaine, qui est dans l'Ohio, à Dayton, qui est une base historique de l'armée de l'air, où il y a près d'1 million de visiteurs par an. C'est le plus grand musée au monde d'aviation militaire, et qui a voulu célébrer avec cette exposition digitale d'un genre nouveau, puisque l'idée, c'est que chaque visiteur va visiter l'expo avec la tablette en main. Et je vous propose de découvrir une petite vidéo pour que ce soit un peu plus concret pour vous. On peut la jouer. Alors, c'est pas cette vidéo, pardon, il y a une erreur, c'est pas cette vidéo, mais c'est pas très grave. Ça, cette vidéo, si vous m'entendez, on peut peut-être baisser le son de votre côté pour que je puisse parler dessus. Est-ce qu'on peut baisser le son de cette vidéo ? Alors, excusez-moi, mais c'était la deuxième vidéo, c'est pas très grave. Ce que vous avez vu, si on peut arrêter la vidéo 2 secondes que j'explique. Merci. Ce que vous avez vu, c'était le projet en 3D qu'on a fait ensemble pour ensuite le proposer au musée américain. Donc, quand on rencontre le musée américain, on a fait cet avant-projet en 3D pour les aider à comprendre ce que pourrait être l'exposition digitale chez eux, puisque c'était quelque chose de nouveau.
Et ce que vous allez voir maintenant, c'est la concrétisation, donc qui a été installée en mai 2019 pour être prêt pour le 6 juin 2019, les 75 ans du débarquement, une exposition qui a duré jusqu'à la fin de l'année là-bas. On peut jouer l'autre vidéo. Merci. Ability to see what it looked like in the past and then slide forward and see what it looks like today. That makes me feel like I'm transported back in time. So it's pretty amazing It's so interactive, and anybody can do it. I've seen the young kids, and I've seen old people like me, so we're in good shape. Merci beaucoup. Donc, on peut continuer. Il y a une photo ou deux après encore pour présenter le concept. Donc, ça, c'était le jour de l'inauguration. Et si on avance. Voilà. Donc là, vous avez une vue d'ensemble. On est dans un des halls du musée. C'est absolument gigantesque. À côté, c'est un B-52 pour ceux qui ont reconnu le bombardier militaire américain. Ça vous donne une idée de la taille de ce hall. Et l'expo fait environ 400 mètres carrés. Et donc, on y rentre par le côté et on déambule devant tous ces panneaux qui sont des grands visuels rétroéclairés et qui proposent devant chacun une expérience interactive telle que celle qu'on aurait pu vivre à Sainte-Mère-Église. Vous voyez par exemple le panneau qu'on voit à droite, c'est justement celui de l'équipement du para-américain dont je parlais juste avant au musée Airborne. Donc là, c'est la photo de la vitrine du musée et on revit l'expérience avec la tablette devant. À droite, vous avez un peu une photo de l'ambiance. Donc, il y a à peu près jusqu'à 200 visiteurs à un instant T. Et donc, ça a eu un énorme succès là-bas et on pourra répondre aux questions plus tard. Mais c'est ça le dispositif qu'on a mis en place et qu'on va continuer d'utiliser pour la notoriété du musée Airborne de Sainte-Mère-Église. Donc là, c'est un travail de notoriété auprès du public américain puisqu'on réinstalle l'expo. Alors, elle aurait dû être réinstallée en 2020 dans 2 musées américains, un en Floride et un en Caroline du Nord. Malheureusement, à cause du Covid, les 2 projets ont été décalés, mais ils auront lieu en 2021. Voilà, merci. Mais merci beaucoup. Je voulais noter aussi que ce qui était très, très étonnant sur votre projet, c'est qu'on est sur un partenariat public-privé, mais là où on l'entend d'habitude, vous, le musée étant associatif, il est de droit privé, et vous avez trouvé des financements dans le public, mais le public américain, puisque vous êtes adressé à des musées nationaux américains qui donc ont payé cette prestation clé en main. Voilà, on reviendra juste après sur votre modèle économique. Je laisse la parole de ce pas à Amélie Dronceret chez Artips et ses très nombreux dispositifs et propositions digitales du micro-learning, newsletter et autres parcours d'apprentissage. À vous. Bonjour à tous. Vous m'entendez? Oui, je pense. En tout cas, enfin voilà, je voulais présenter Artips pour ceux qui ne connaissent pas encore notre structure. Nous sommes une jeune entreprise innovante de l'économie sociale et solidaire. On est une trentaine de salariés maintenant et on est d'abord une newsletter, c'est sûrement comme ça que vous nous connaissez en premier lieu, une newsletter qui décrypte l'histoire de l'art depuis 2013 et envoyée 3 fois par semaine dans la boîte mail de nos abonnés, une newsletter gratuite. Puis ensuite, il y a des petites sœurs d'Artips qui sont nées, Music Tips, Science Tips et Économie Tips, donc presque chaque année jusqu'à 2019, et qui rassemblent donc en tout 1 million d'abonnés à toutes ces newsletters. Ensuite, on a capitalisé en fait sur le succès de ces différentes newsletters et donc sur l'expertise qu'elles nous conféraient en termes de storytelling et de format court, puisque ce sont les 2 caractéristiques principales de notre ligne éditoriale pour développer des outils d'apprentissage en ligne. Donc, qu'on
qu'on appelle en micro-learning, donc en micro-apprentissage, que nous proposons derrière aux entreprises, aux écoles et aux institutions, avec d'abord donc des parcours de culture générale, mais aussi avec des musées avec qui on travaille directement, comme le musée de l'Armée qui, je crois, est présent parmi les spectateurs à ce webinaire. On traite aussi de thématiques plus corporate et et de sujets environnementaux et sociétaux, avec la diversité, le handicap, la transformation, la sécurité, etc. Ça, c'est plus pour nos partenaires et nos clients entreprises, mais c'est sur la même façon et ligne éditoriale que nous décryptons en fait les savoirs complexes. Pendant le confinement, puisque c'était la question originale, si c'est possible, Sarah, on peut passer au visuel suivant. Voilà, donc là, vous voyez notre plateforme de culture générale et celle qu'on reproduit avec certains musées et avec des entreprises également. Et le dernier visuel était plus une synthèse de ce qu'on a pu proposer au moment du confinement. Donc, on a mis à disposition gratuitement cette plateforme de culture générale à toutes les écoles, toutes les entreprises, toutes les institutions et toutes les familles qui la demandaient. Donc, ça fait pas mal d'heures de contenu culturel consommé. Donc, on a chiffré à peu près 300 000 heures de contenu culturel consommé et 10 millions de capsules culturelles apprises pendant le confinement. Il y a eu 115 à peu près entreprises autorisées et 130 établissements scolaires et d'enseignement supérieur. On a également créé donc 10 dispositifs numériques d'ampleur avec des établissements culturels que sont le domaine de Chantilly, le Palais des Beaux-Arts de Lille, la Philharmonie de Paris, le Quai Branly, la Cité du Vin de Bordeaux et le musée Lugdunum de Lyon. Et donc, on est venu en aide en fait avec des dispositifs numériques originaux à ces différentes institutions qui étaient au départ un peu dans une situation inédite, absolument inédite, et donc on a essayé de leur venir en aide puisqu'ils nous avaient fait confiance depuis plusieurs années. Ils étaient nos partenaires, nos clients. Ils nous avaient fait confiance quand on était très petits, et donc c'était à nous de leur rendre l'appareil. Voilà pour ce qui s'est passé pendant le confinement, et peut-être que j'aurai l'occasion de décrire un peu plus les collaborations plus traditionnelles, on va dire, qu'on mène avec les acteurs culturels. Là, vous avez deux visuels du dispositif qu'on a réalisé avec le musée de l'Armée, mais voilà, il y en a beaucoup d'autres. Ce confinement nous a aidé aussi à réfléchir avec ces institutions, puisque elles ont été bénéficiaires de ces dispositifs numériques. On a pu après réfléchir ensemble à la façon d'utiliser la pédagogie numérique avec leur public en ligne ou leur public réel, puisque voilà, ce confinement avait créé aussi un contexte totalement inédit, à la fois de coupure avec les institutions culturelles, le fait qu'on ne puisse plus y aller, plus personne, et puis aussi un temps d'attention un peu changé par rapport à d'habitude, et puis qui ne peut passer que par l'écran. Donc voilà, nous avons essayé d'utiliser cette mise à disposition de dispositifs numériques aussi pour réfléchir. Nous avons envoyé pas mal de questionnaires de satisfaction ou d'évaluation par les utilisateurs pour savoir ce qu'on pouvait améliorer, ce qu'on pouvait changer, et puis on a discuté évidemment avec les institutions elles-mêmes pour voir comment elles pouvaient continuer à s'en servir dans un contexte un peu plus traditionnel, même celui de la réouverture, puisque je pense que ce confinement a mis en avant le fait que c'était plus accessoire d'avoir ce genre d'outils, mais ça devenait indispensable. On ne sait pas, on espère tous que toute cette crise va s'arrêter à un moment, mais le prolongement numérique du musée ou du lieu de patrimoine n'est plus une option, je pense. Tout à fait. Effectivement, tirer des points positifs de toute cette crise.
Merci beaucoup, Amélie. Je vais laisser la parole à notre dernière intervenante au nom du ministère des Armées qui va nous présenter le 3e appel à projet qui vient d'être lancé sur la mise en tourisme des lieux de mémoire. Appel à projet qui a été initié en 2018. Bonjour à tous, vous m'entendez? Oui, parfaitement. Donc, je vais vous présenter cet appel à projet qui a été lancé en 2016 par le ministère des Armées et le ministère en charge du tourisme, service numérique innovant destiné au tourisme des mémoires et d'histoire. Alors, pourquoi cet appel à projet? Le développement de dispositifs innovants constitue l'un des axes majeurs prioritaires de la politique de structuration du tourisme de mémoire portée par le ministère des Armées. Cet appel à projet vise à soutenir la création, à répondre aux attentes des visiteurs, de plus en plus exigeants, on le voit dans les retours des intervenants précédents, de plus en plus informés, mobiles, diversifier l'offre touristique, accompagner l'évolution des modes de visite et positionner la France comme une destination innovante et attractive, notamment autour de cette thématique. Donc, à l'initiative de qui? Donc, je le disais en introduction, le ministère des Armées avec la DPMA et le ministère du Tourisme avec la DGE pour les 2 premières éditions de cet appel à projet, puisqu'on l'a lancé en 2016 et la 2e édition a eu lieu en 2018. On vient de lancer la 3e édition, mi-octobre, et cette 3e édition est portée intégralement par le ministère des Armées. Le périmètre, en fait, donc ça au niveau des candidats éligibles, ça touche à la fois les entreprises privées, les laboratoires de recherche privés et publics, les collectivités, mais aussi les associations. Et chaque projet doit être associé ou porté directement par un lieu de mémoire. Les critères d'éligibilité au niveau du périmètre, c'est bien sûr la dimension innovante du projet, la cohérence du projet avec la stratégie tourisme de mémoire, puisque c'est l'élément central de cet appel à projet, la qualité du porteur, des partenaires et des contenus, qui est aussi un élément fort de cet appel à projet, et la cohérence notamment budgétaire de ces projets. Quel financement? On est pour les éditions 2016 et 2018 sur une enveloppe de 100 000 euros, avec un financement à part égale entre la DPMA et la DGE, 50-50. Et puis pour cette dernière édition, qui est portée uniquement par la DPMA, l'enveloppe est de 80 000 euros. Le montant de l'aide est plafonné à 20 000 euros par projet retenu et ne peut excéder 50% du coût total du projet. Les éditions 2016 et 2018 ont remporté un succès dont en tout cas nous, on a eu le sentiment que ça avait plutôt bien marché. On a eu 72 candidatures et 15 lauréats sur ces 2 appels à projets. Les porteurs sont multiples. Il y a bien sûr les musées et mémoriaux qui sont associés à l'ensemble de ces projets, dont certains sont portés par ces structures-là. On a à la fois des réseaux territoriaux qui sont portés par des associations en général, de nombreuses collectivités territoriales, beaucoup de start-up et le Centre des monuments nationaux. Et on retrouve des approches très variées qui sont la technologie immersive de réalité superposée, salle 3D, web application, parcours immersif utilisant la technologie du live painting, chatbot par notamment le musée de mots qu'on a entendu en début de ce webinaire. Le coût, donc le coût moyen d'un projet est d'environ 45 000 euros, donc beaucoup plus bas que ce que vous avez présenté, Sarah, en début d'intervention. Alors, il y a un projet qui n'est pas terminé, qui sera au-delà de 100 000 euros, je pense, mais sinon, dans les projets terminés, on est sur le projet le plus élevé, autour de 80 000 euros, et le moins élevé, autour de 22 000 euros. D'ailleurs, la majorité des projets, c'est intéressant, ont respecté le budget initial qui était présenté dans l'appel à projet. Il y en a 2 qui ont été beaucoup plus élevés que prévu, mais c'est souvent des projets qui ont évolué aussi par rapport au projet initial. Les subventions attribuées donc, vont de 10 à 20 000 euros, sachant que 20 000 euros est le plafond, et donc, on a 8 projets qui sont autour de 10 000 euros de subventions. Quel mode de financement? Tous les projets sont cofinancés, ça c'est un élément important, et tous ont apporté des ressources propres, que ce soit des ressources financières, humaines ou matérielles.
Le montage le plus fréquent, ça représente 8 projets. On est sur le financement via l'appel à projet des PMA DGE, plus des ressources propres. Et ces 8 projets qui sont basés sur ce modèle-là, 7 d'entre eux sont portés par des collectivités territoriales, donc derrière aussi une institution solide avec diverses ressources à disposition du projet. Ensuite, 6 projets ont des financements multiples, à la fois donc l'appel à projet des PMA DGE, l'autofinancement, mais aussi on retrouve le ministère de la Culture via l'appel à projet Services numériques innovants, le CNC avec le fonds d'aide aux projets pour les nouveaux médias, les régions qui subventionnent aussi plusieurs projets via des appels à projets ou d'autres modes de financement, la Fondation de France ou encore du mécénat financier ou de compétences. On a aussi le département qui peut être financeur. Au niveau de la monétisation, on a, et on va voir que c'est un élément fort, 7 dispositifs qui sont gratuits et 4 dispositifs qui incluent cette offre dans le prix d'entrée. 3 dispositifs partiellement payants. Je vais prendre par exemple le musée de Clémenceau à Saint-Vincent-du-Jard, qui donc utilise, donc c'est un projet porté par le CMN et le Skyboy, qui utilise donc la technologie immersive de réalité superposée. L'application est gratuite en téléchargement sur son smartphone pour le visiteur et possibilité de louer une tablette sur le site au prix de 3 €. Et en fait, le retour du musée, c'est que la location de tablette ne fonctionne pas vraiment, ne trouve pas son public. On est vraiment sur du téléchargement gratuit via le smartphone qui est devenu une habitude aussi dans nos modes de visite. Et on est aussi sur ces dispositifs partiellement payants sur des prix relativement modestes, puisqu'on est autour à chaque fois de 3 €. Le retour sur investissement, donc pour ces structures, c'est surtout l'image du site, plus moderne, plus jeune. L'attractivité auprès du public, et en particulier les familles, c'est le public qui est le plus touché, et les scolaires, avec une offre plus riche, une approche plus originale. La synergie entre les différents acteurs, ça c'est un aspect aussi important qui est ressorti du retour des porteurs. On est sur des projets collectifs, fédérateurs, avec plein d'acteurs différents, que ce soit le monde de l'éducation au sens large, les entreprises, le monde de la recherche, les startups, etc. L'augmentation de la fréquentation donc, sur certains projets et surtout sur un public donc, famille. La notoriété d'un savoir-faire, donc là on est plus du côté de la start-up qui porte le projet et donc indirectement aussi c'est aussi une vitrine pour les partenaires et les sites associés. Et par contre une rentabilité financière nulle, mais qui n'était pas du tout attendue et voulue. Ça c'est une volonté affirmée des porteurs de projets. À la question est-ce que ce dispositif a été créé au départ pour apporter de l'argent, tous ont répondu non, catégoriquement. On est donc vraiment sur une volonté de donner accès à ces dispositifs le plus largement possible. À retenir pour conclure, on est sur ce qui est intéressant, c'est la diversité et la complémentarité de l'écosystème concerné par ces appels à projets, à la fois géographique, on est vraiment sur des ancrages territoriaux forts, avec tout cet environnement partenarial. Le statut et les porteurs des projets sont très, très différents et ça montre aussi que des petites structures qui ont répondu au projet peuvent porter aussi ce type de projet. Les publics, au niveau de la diversité, l'importance de monter des projets collectifs, que ce soit en termes de financement avec la coproduction, qu'on voit est centrale dans ces types de projets, mais aussi en termes de mutualisation des savoir-faire et des compétences, en termes de communication, un plus grand rayonnement, et en termes de partenariat, c'est élargir son réseau, créer une dynamique collective sur un territoire. Voilà les plus-values de ce type de projet, qui sont donc des plus-values pas forcément économiques. Un choix affirmé pour la majorité des porteurs de projets de ne pas monétiser cette nouvelle offre. Les raisons qui sont données essentiellement, c'est rendre accessible au plus grand nombre cette offre, donc la démocratisation de la culture et la notion de service public qui est très, très présente dans les porteurs de projets, notamment type collectivité, surtout sur des problématiques autour de la mémoire des conflits contemporains, sachant qu'on est aussi sur un sujet particulier.
Inscrire cette démarche innovante dans le temps, ça aussi c'est important dans le terme d'une stratégie de site. On le voit surtout sur certains projets où l'appel à projet n'est qu'un commencement ou une étape dans son processus de développement. Voilà, ça fait partie d'un ensemble. Les chantiers sur lesquels il serait intéressant de travailler, c'est l'évaluation de ces dispositifs, notamment concernant la rentabilité, justement. Aujourd'hui, on voit bien qu'on manque de recul et d'outils. La capitalisation de ces expériences, et justement, je voulais conclure là-dessus, le MINARM va lancer d'ici quelques semaines un recensement des dispositifs innovants existants auprès de son réseau de partenaires, notamment pour faciliter le partage d'expériences et puis aussi mieux connaître l'existant. Voilà. Et cette dernière diapo, juste pour conclure sur cette 3e édition, donc, qui a été lancée mi-octobre et qui, la clôture est le 25 janvier. Donc, j'invite tout le monde à répondre à cet appel à projet et d'aller voir le dossier qui est à la fois sur notre site Chemin de mémoire et sur le site de la Défense. Voilà. Mais je pense qu'Alexandra doit mettre les liens utiles sur le chat. Il y aura beaucoup qui seront par la suite accessibles assez facilement dans le cadre du replay. Petite question, Laure, est-ce que vous avez vu une différence entre l'appel à projet de 2016 et l'appel à projet de 2018 sur la monétisation qui a été faite des différents projets retenus? Non. Non, je n'ai pas vu de différence. On voit qu'il n'y a pas du tout une volonté de départ des porteurs de projets. Et le peu de sites, finalement, le peu de projets qui monétisent partiellement à chaque fois l'offre. Alors, ça peut être justement comme Clémenceau, l'accessibilité via une tablette payante ou le téléchargement. En fait, les retours ne sont pas forcément très, très positifs sur la partie payante. Voilà. Mais non, on n'a pas vu de différence. On verra avec le 3e appel à projet si les choses ont évolué. Le confinement, ce sera très intéressant de voir si du coup il y a eu un basculement. On est dans un environnement particulier en ce moment. Voilà. Complètement.